Et je vais maintenant donner la parole à Bernard Le Buannec, qui va nous parler de l'industrie des semences et de la protection des innovations végétales. Bonjour. Donc les orateurs précédents vous ont présenté les avancées des biotechnologies végétales et leur utilisation dans l'amélioration des plantes et la création des variétés. Mais ces variétés sont, dans la plupart des cas, développées et mises en marché par des entreprises qui doivent investir lourdement en recherche et développement. Elles doivent pouvoir rentabiliser leurs innovations en les protégeant. Et dans cette intervention, elle y était déjà. Je présenterai rapidement 3 points. L'industrie des semences, pourquoi protéger la propriété intellectuelle et comment protéger la propriété intellectuelle. Et j'essaierai de tirer une brève conclusion. Le marché mondial des semences est évalué en 2011 à 42 milliards de dollars américains. Le premier marché mondial est les États-Unis, avec 12 milliards. Le second marché est la Chine, avec 6 milliards. Et le troisième marché est la France, avec 2 milliards et demi. Les échanges internationaux se sont fortement développés au cours de la dernière décennie et on atteint aujourd'hui un marché mondial des semences de 7,8 milliards de dollars. Le premier exportateur de semences dans le monde est ou sont les Pays-Bas, avec un marché exportateur de 1,3 milliard, suivi par les États-Unis de 1,2 milliard et très très près derrière la France. Donc, on peut dire aujourd'hui que la France est un grand pays semencier, le 3e marché mondial et le 3e exportateur mondial. Et l'on peut estimer que le budget de recherche privé en France en biologie végétale et amélioration des plantes est de l'ordre de 250 millions de dollars sur un budget mondial de 4,5 milliards de dollars. Donc 250 millions de dollars privés, c'est loin d'être négligeable, pour un budget de recherche publique dans ce domaine de l'ordre de 80 à 90 millions de dollars, donc 3 à 4 fois plus au niveau de la recherche privée. Pourquoi faut-il protéger la propriété intellectuelle ? Eh bien, l'innovation végétale, et nous avons vu tous les travaux, coûte cher. Et de plus, ceci a été dit par un de nos intervenants ce matin, il faut du capital pour produire une variété et pour la mettre sur le marché. 10 ans, nous a dit Éric Bonnel ce matin, pour les pommes de terre. Ensuite, le succès n'est pas nécessairement assuré, soit parce que la concurrence a développé des produits équivalents ou plus performants, soit que le marché a évolué depuis la conception théorique du produit. Il faut une dizaine d'années pour développer une nouvelle variété, et donc, comme toute recherche appliquée, l'amélioration variétale est risquée, et quelquefois également l'environnement socio-économique change. Et je peux vous dire par expérience malheureuse qu'il m'est arrivé de développer des belles plantes transgéniques en potagère ou en maïs, et malheureusement, nous n'avons pas pu les commercialiser. Si la nouvelle variété convient au marché, l'obtenteur doit pouvoir l'exploiter commercialement dans des conditions qui lui permettent de recevoir les fruits de ses investissements. Et alors là, il y a 2 problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est que des concurrents pourraient s'approprier les variétés, soit à l'identique, soit avec des, je dirais, modifications mineures, et les mettre sur le marché à des coûts beaucoup moins forts, puisqu'ils n'auront pas eu les frais de développement à amortir. Le deuxième point, c'est que, par définition, la plupart de nos produits sont auto-reproductibles et que donc, s'ils ne sont pas protégés, les utilisateurs peuvent les reproduire pour leur propre usage sans rémunérer le créateur. Donc, dans ces conditions, l'innovateur ne peut pas recouvrer ses frais et il n'y aura pas de recherche privée en amélioration des plantes. Et je pense que quand on voit les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, ce ne serait certainement pas une bonne solution.
Il faut donc trouver des solutions pratiques, pragmatiques et équitables de protection de la propriété intellectuelle pour encourager l'innovation. Et ces solutions, il faut le savoir, sont nationales et la propriété intellectuelle est territoriale. Je traiterai donc aujourd'hui de la situation en France. Et maintenant, je vais vous dire comment on peut protéger des innovations variétales en France, et je commencerai par la protection des variétés végétales. C'est le certificat d'obtention végétale européen, dont la validité porte sur l'ensemble des territoires des pays de la Communauté européenne, qui est actuellement le plus utilisé en France. Je dois vous avouer que j'ai dû changer mon exposé que j'avais préparé il y a une quinzaine de jours, à la suite d'une nouvelle loi adoptée le 28 novembre dernier en France. Donc, ce COVE, certificat européen, est régi par le règlement du 27 juillet 1994 et il est conforme à l'acte 1991 de la convention UPOF. En général, il est préféré au droit français, au moins jusqu'au 28 novembre 2011, parce que le droit français était obsolète et basé sur la convention UPOF de 1978. Un COVE peut être obtenu pour une variété nouvelle. Cette variété doit se différencier des variétés analogues déjà connues. Elle doit être homogène, c'est-à-dire suffisamment uniforme. Elle doit être stable et un caractère administratif. L'obtenteur doit lui donner une dénomination répondant à certains critères définis par la loi. La durée du droit est de 25 ans, sauf pour les variétés de vignes et d'arbres, où elle est de 30 ans. Et elle prend date à la délivrance du titre de propriété. L'autorisation du titulaire du droit est requise pour la production ou la reproduction, le conditionnement aux fins de multiplication, l'offre à la vente ou autre forme de commercialisation, l'exportation à partir de la communauté, l'importation dans la communauté et la détention aux fins précédemment citées. En plus de ces droits de base, le droit de l'obtenteur est étendu depuis la Convention UPOF de 1991, également nous en a parlé ce matin, aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée. Et ceci est un concept majeur, une avancée majeure en protection des variétés. En effet, le privilège du sélectionneur dont je vais vous parler tout à l'heure permettait, en l'absence de l'introduction de ce concept de variété essentiellement dérivée, de s'approprier facilement d'une variété par une modification mineure, une recherche de mutation ou l'introduction d'un gène par génie génétique. Donc, ce concept de variété essentiellement dérivée est un concept tout à fait important. Il n'empêche pas l'accès, mais il protège du plagiat. Le certificat européen fait également porter la protection sur le matériel de récolte de la variété protégée. Il prévoit en outre la protection des produits directement obtenus à partir de la variété protégée, mais pour ce dernier point, le règlement européen n'est pas encore adopté. Et il y a également des exceptions au droit de l'obtenteur. Et outre les exceptions classiques que l'on trouve d'ordre public, la protection communautaire des obtentions végétales ne s'applique pas aux actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales, à titre expérimental ou des actes en vue de créer d'autres variétés. Et il est évident que c'est cette partie-là qu'on appelle le privilège du sélectionneur. Et ces nouvelles variétés créées à partir des variétés protégées peuvent être commercialisées librement sans rien devoir à l'obtenteur de la variété précédente, d'où l'importance du concept de variété essentiellement dérivée. Et enfin, le règlement européen autorise explicitement pour certaines espèces, en encadrant de façon précise, l'utilisation des semences de ferme, sujet qui fait beaucoup débat.
Une première limitation aux semences de ferme est le type variétal. Les semences de ferme ne sont pas autorisées pour les variétés hybrides et pour les variétés synthétiques. Ensuite, dans le droit européen, la dérogation ne s'applique qu'à un nombre limité d'espèces, espèces de grande culture, et la liste exhaustive de ces espèces est donnée dans le règlement. Toutes les espèces légumières, fruitières et ornementales sont exclues de la dérogation et il n'est pas autorisé d'avoir des semences de ferme sur ces espèces. En ce qui concerne les semences de ferme, il y a deux situations qui se présentent. La première, ce sont les petits agriculteurs, dont je vous donnerai la définition si vous le souhaitez plus tard. Et les petits agriculteurs ont le droit de produire des semences de ferme sans devoir aucune rémunération au titulaire de la protection. Donc c'est, je dirais, quelque chose qui est fait en faveur de la petite agriculture. Les autres agriculteurs doivent payer au titulaire de la protection une rémunération équitable, et le niveau et le mode de rémunération peut faire l'accord entre les représentants des agriculteurs et ceux des obtenteurs, et c'est de cette façon que la contribution volontaire obligatoire sur le blé tendre a été établie en France en 2001, cette contribution étant renouvelée tous les ans depuis 2001, mais ne portant que sur le blé, alors que dans de nombreux autres pays européens, elle porte également sur de nombreuses autres espèces. Voilà globalement pour le certificat européen. Le certificat français, donc, tout nouveau, on va voir comment il va fonctionner, est en route depuis le 28 novembre 2011 et il est également conforme à la Convention UPOV de 1991. Donc, en fait, il est très équivalent à ce que je viens de vous dire sur le certificat européen, avec quelques petites variantes. Le droit est étendu aux produits obtenus à partir du matériel de récolte de la variété protégée, ce qui est prévu au niveau européen, mais pas encore acté. Et ça, c'est très important, par exemple, pour les plantes médicinales. La durée de protection, à partir de la date d'enregistrement de la demande de protection, est de 30 ans pour quelques espèces supplémentaires, comme les graminées et légumineuses fourragères pérennes, la pomme de terre et les lignées zoodogames de parents d'hybrides. Une innovation dans cette loi française, la liste des espèces pour lesquelles on peut faire des semences de ferme, qui, je vous ai indiqué, était clairement définie au niveau européen, peut être élargie par décret du Conseil d'État. Et là, il va falloir voir ce que le Conseil d'État décide à ce sujet. Et en cas d'accord interprofessionnel, c'est le Conseil d'État qui, également par décret, décidera du niveau de rémunération des agriculteurs qui utilisent, des obtenteurs quand les agriculteurs utilisent des semences de ferme. Deuxième aspect important, c'est la protection des inventions biotechnologiques, puisque nous avons vu, et d'ailleurs, un des orateurs ou une oratrice ce matin nous a beaucoup parlé de brevets pris par l'INRA dans le domaine de l'amélioration des plantes, c'est la protection des inventions biotechnologiques. Elle découle de la directive européenne de 1998 qui a été transposée en droit français en 2004. Il faut quand même savoir que le sujet est très chaud puisque les discussions en Europe ont duré de 1988 à 1998 avant que l'on obtienne un accord au niveau des différents gouvernements. Les principes généraux de brevetabilité s'appliquent, la nouveauté, l'activité inventive, la possibilité d'application industrielle et la divulgation suffisante. Et il y a des clauses particulières en ce qui concerne l'amélioration des plantes. Le premier point, c'est que les variétés végétales ne sont pas brevetables. Mais là, on rentre dans une complexité, car les inventions portant sur des végétaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une seule variété. C'est un sujet complexe qu'il n'est pas toujours facile de comprendre. Ainsi, en Europe, des plantes transgéniques porteuses d'un élément breveté
tombe dans le champ du brevet si cet élément n'est pas limité à une seule variété. Alors là, ce n'est pas facile du tout, et il y a des discussions en cours actuellement au niveau de l'Office européen des brevets. Sont également exclus des procédés de la brevetabilité les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux, et sont considérés comme essentiellement biologiques des procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection, comme si le croisement et la sélection étaient des phénomènes naturels. En décembre 2010, la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets a précisé de façon, je dirais, tout à fait claire l'interprétation de cette exclusion, ce qui clarifie bien la situation. Donc ça, c'est ce qui n'est pas brevetable. Par contre, sont brevetables les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé qui permet d'obtenir ou d'utiliser une matière biologique, comme par exemple l'ADN, un gène ou une cellule. La durée de protection est de 20 ans, à compter du jour du dépôt de la demande. La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication et dotée de cette même propriété. Et c'est cette disposition qui, en fait, permet d'avoir une protection efficace et d'éviter que, du fait du principe général des brevets, de l'exhaustion du droit à la première vente, eh bien, le droit n'est pas perdu lorsqu'il y a multiplication dans le cadre d'un élément vivant. Une invention biologique brevetée, incorporée dans une variété, reste protégée dans cette variété, mais il est important de noter que la protection de la caractéristique brevetée n'est valable que si l'information génétique s'exprime. Sinon, il n'y a pas de protection. Ça veut dire que le fait d'introduire dans une variété un élément breveté ne bloque en rien le génome de cette variété sur 20 ans. Et les lois françaises et allemandes de transposition de la directive européenne ont été très claires sur le sujet. Le privilège de l'obtenteur s'applique exactement de la même façon sur les variétés transgéniques que sur les variétés non transgéniques. L'autorisation du titulaire est nécessaire pour la fabrication, l'offre, etc., à peu près comme je vous l'ai dit pour le certificat européen, avec une différence près, c'est que le brevet ne prévoit pas le droit sur l'exportation. Ça veut dire que le certificat européen donne une protection un peu plus forte que le brevet dans ce cas-là. Et les droits conférés, c'est également important, puisqu'on en parle beaucoup actuellement en France et de façon complètement fausse en général, ne s'étendent pas aux actes accomplis dans un cadre privé, à des fins non commerciales, ni aux actes accomplis à titre expérimental. En plus, le privilège, je vous l'ai dit tout à l'heure, le privilège du sélectionneur existe, et ça c'est important, et l'utilisation des semences de ferme qui est prévue par le certificat d'obtention végétale s'applique intégralement aux variétés transgéniques. Il apparaît donc que, contrairement à ce qu'on entend dire très souvent dans le domaine des variétés végétales, en France, l'étendue du droit en cas de brevet ou de certificat d'obtention végétale est identique, avec même une étendue un peu plus grande dans le cas du certificat, car elle couvre également l'exportation. Maintenant, rapidement, quelques points sur l'équilibre entre le COV et le brevet. Nous avons vu que dans le cadre du COVE, l'introduction du concept de variété essentiellement dérivée établissait un équilibre entre le titulaire du certificat de protection végétale et le titulaire du brevet de gène. La création d'une variété transgénique à partir d'une variété protégée permet l'obtention d'un COV pour la nouvelle variété, mais cette nouvelle variété ne peut être exploitée
sans le consentement du créateur de la variété initiale, car c'est une variété essentiellement dérivée, et le créateur de la variété initiale a le droit de subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations. De plus, la législation française, qui est d'ailleurs en ligne avec la législation européenne et même, je dirais, avec les accords ADPIC de l'OMC, a introduit la possibilité de demande de licence croisée obligatoire entre une variété protégée par COVE et une invention biotechnologique protégée par brevet. Cette possibilité permet, je dirais en principe, un équilibre entre les deux droits, mais sa mise en œuvre n'est certainement pas évidente et nécessitera l'intervention des tribunaux, car le texte de ces deux dérogations, que je n'ai pas le temps de développer ici, est fort complexe. Pour conclure, je dirais que le développement de nouvelles variétés est risqué et onéreux. Le budget de recherche des entreprises françaises privées est de l'ordre de 220 millions d'euros. Il y a donc lieu, pour encourager cette recherche, de protéger la propriété intellectuelle des innovateurs. Il est possible de protéger en France les innovations en amélioration des plantes, soit par certificat d'obtention végétale pour les nouvelles variétés, soit par brevet pour les inventions biotechnologiques. C'est le certificat européen qui, actuellement, est le plus utilisé. Je pense que ça va probablement évoluer dans les années qui viennent avec la mise en œuvre de la nouvelle loi française. Ce qui est essentiel de dire, c'est que l'étendue du droit est similaire dans le cadre du COV et du brevet, et que même le COV a une protection un peu plus forte parce qu'il protège contre l'exportation non autorisée du matériel du produit protégé. Les durées de protection des certificats d'obtention sont plus longues que celles du brevet. Les deux droits sont équilibrés grâce au concept de dérivation essentielle associé à celui de licence obligatoire. Et les certificats d'obtention et le brevet ont les mêmes règles d'application concernant le privilège du sélectionneur et l'utilisation des semences de ferme. Je vous remercie de votre attention.